Tenir un peigne dans ses mains, c'est faire surgir de nombreuses questions concernant son histoire. Qui l'a fabriqué? À quel moment? Dans quel pays? Par combien de mains il est passé pour arriver dans les vôtres? La beauté des objets, tout autant que leur mystère, passionne Barbara Stenberg, collectionneuse américaine, qui vous propose maintenant un voyage à travers le monde et le temps. La période victorienne est féconde, car elle se nourrit de multiples inspirations. Après les découvertes archéologiques des années 1850 en Égypte, des créatures mythiques comme le phénix, rattachées au culte du soleil, font fureur en décoration. On utilise aussi des matériaux variés et précieux comme la nacre, merveilleusement travaillée ici, pour évoquer les circonvolutions d'un coquillage ou les enroulements d'une vague. Les lignes courbes de cette pièce rappellent davantage le style Art Nouveau, même si elle s'inscrit plutôt dans le mouvement anglais Arts and Crafts. Nous retrouvons sur cette épingle des années 1880 des créatures mythologiques telles le griffon ou le dragon, qui s'intègrent de façon minutieuse dans des rinceaux dorés à leur fin. Aux États-Unis, la firme Dominique & Half, fondée en 1868, se fait remarquer pour ses peignes en argent découpés et très ouvragés. La bordure en médaillon est agrémentée de boules suspendues. En France, le peigne Joséphine se définit par une rangée de boules ordonnées en couronne. Ce peigne en ivoire des années 1840 en est un bel exemple. L'oiseau est un thème récurrent en bijouterie, et il trouve naturellement sa place au milieu d'une chevelure féminine. Celui-ci, taillé dans la nacre, est particulièrement remarquable de finesse. Celui-là est tiré de l'épaisseur d'un morceau d'écaille. Ce matériau naturel était très prisé pour ses reflets rouges ou bruns selon son orientation à la lumière. C'est une épingle qui nous vient très probablement des ateliers de la maison Sapio, firme napolitaine fondée en 1869. Le pan est une sorte de phénix moderne. Symbole de résurrection, il captive par son élégance et sa beauté. Il se déploie ici sur l'ivoire d'un peigne anglais des années 1880. Theodore Farner signe ici une œuvre originale en enserrant 2 grosses perles sauvages dans un filet d'or. Ce bijou avait l'avantage de pouvoir être porté aussi bien en épingle à chapeau qu'en épingle à cheveux. Farner est l'un des chefs de file de la bijouterie du Jugendstil, l'art nouveau allemand, et ses pièces étaient produites à Vienne entre 1900 et 1920. Un peu plus ancien est ce petit diadème d'argent embelli de turquoise. Articulé sur des dents, il pouvait également être porté en peigne. D'un style plus classique, avec son décor de rinceaux et de rocailles, ce peigne d'argent est français, comme l'attestent ses poinçons. Il date de la période du mariage d'Eugénie de Montijo avec Napoléon III. L'argent décoré de turquoise de cette épingle a été ouvragé à Birmingham. Les dents étaient généralement faites en écaille ou en corne. Qu'elles soient ici en ivoire en augmente le raffinement. Lors de la période coloniale, la bijouterie anglaise subit l'influence des joailliers du Maghreb et leur emprunte l'exubérance dans l'ornementation. La mode est lancée et tout le monde veut porter des accessoires riches de perles et de pendeloques tombant en cascade et mettant en valeur la coiffure. Dans un tout autre style, ce peigne allemand célèbre lui aussi les échanges commerciaux internationaux. Il évoque la grande tradition commerciale maritime de la Dutch East India Company. Curieuse pièce à 3 étages. Un vaisseau voguant sur la tête d'un angelot qui surmonte lui-même un décor ajouré. Il pourrait bien s'agir d'un peigne commémoratif. Nous retrouvons ici l'influence du Maghreb, appelée dans les pays anglo-saxons Victorian Algerian Style. Réparties autour de petites feuilles en aluminium,
ce sont cette fois des chaînettes ornées de perles bleues à la surface lisse ou striée qui donnent un aspect exotique. Cette épingle est davantage dans la tradition victorienne, avec ses dents en écaille blonde et sa boule d'or ajourée et ouvragée au sommet. Son effet dans la coiffure, s'il restait discret, marquait une certaine richesse. Celle-ci a sans doute été élaborée suite au décès du prince Albert. À ce moment, toute l'Angleterre doit porter le deuil. Les accessoires sont noirs, simplement rehaussés par quelques touches d'or incrustées. Plus éclatante est cette pièce au décor complexe. 7 bagues gravées de motifs sont assemblées au moyen d'anneaux sertis de perles fines, tandis que 2 grosses perles viennent fermer les extrémités. La Belle Époque est connue pour son goût des guirlandes. Les jeunes mariés avaient coutume de porter des couronnes comme celle-ci, aux fleurs en argent filigrané. On attachait aux extrémités de longs rubans blancs. Assez étrange est cette barrette de la firme anglaise Elkington & Co. à Birmingham, car elle présente 2 visages féminins, l'un triste, l'autre gai, parmi des grappes de raisin et des feuilles de vigne. Cette épingle est probablement d'origine indienne et peut être datée de 1860. Des fils d'argent s'enroulent en arabesque autour de petits grenats, à partir d'un cœur central. On change d'époque et de lieu avec cette épingle d'Alexandre de Paris, dont le motif floral s'inspire des techniques du maître verrier Lalique. Pour accessoiriser les collections de haute couture, Alexandre créa en 1997 cette barrette de fleurs naïves aux couleurs acidulées. En 2002, il dessina cette barrette au camélia noir qui aurait pu aller avec un tailleur de Coco Chanel, dont c'était la fleur préférée. Dans le Massachusetts, au début du siècle dernier, de nombreux peignes en celluloïd ont été produits de manière industrielle. On ne cherchait plus à imiter l'écaille ou la corne, mais à mettre en valeur les qualités du celluloïd en l'embellissant de strass éclatants. En France, à la même époque, l'usage des strass est tout aussi prisé, notamment pour mettre en valeur un décor. C'est le cas de ce Pierrot, dont le visage argenté affleure à la surface noire du peigne. Il semble ainsi sorti d'une nuit de fête. Son costume est suggéré par une simple collerette piquetée de strass, tandis que des croissants lumineux décorent le ciel. Moins recherché dans sa décoration, ce peigne bicolore à réminiscence art déco est une production d'Oyonnax dans l'est de la France. Quoique non signé, il pourrait bien sortir des ateliers du célèbre Auguste Bonnard. Celui-ci, signé cette fois par le créateur, a été très populaire dans les années 20 car il était portable en toutes circonstances. Avec sa galerie de boules, il reprend de façon plus sobre la forme du peigne Joséphine déjà rencontré ici. À Taxco, au Mexique, dans les années 20, l'architecte américain William Spratling encouragea les joailliers locaux à s'inspirer largement de leur passé précolombien. Cette épingle en argent décorée d'une améthyste est le témoignage de ce courant artistique très fécond. Mercedes Rovirosa, l'un des mannequins favoris d'Yves Saint Laurent dans les années 70, fut chargé par la suite par Karl Lagerfeld de créer une ligne de bijoux pour Chanel. Voici l'un de ces peignes, réalisé en métal doré martelé et agrémenté d'un cabochon de verre bleu. Voyageons plus loin maintenant pour découvrir des styles totalement différents. Ce peigne en bois datant des années 70 est l'œuvre du peuple Gouro de Côte d'Ivoire. Les 2 oiseaux se faisant face seraient une image conventionnelle du mariage. Chez les Teké du Turkménistan, ce type de peigne traditionnel en bois faisait partie de la dot de mariage de la jeune fille. La monture est en argent repoussé, embellie de turquoises et de cornalines. Dans les années 1870, la Chine a produit pour l'exportation de très nombreux peignes en écaille ou en ivoire. Celui-là est percé de motifs floraux,
au centre desquels apparaît un phénix. Cet oiseau mythologique était à cette époque le symbole de l'impératrice, tout comme le dragon représentait l'empereur. Tous les Chinois connaissent Mazu, la déesse de la mer, ici gravée sur ce petit peigne au rouge cinabre. Apparue sous la dynastie Song, la déesse porte des vêtements rouges pour guider les pêcheurs et les aider à rentrer au port. La main de Bouddha est un motif fréquent sur les épingles chinoises, car elle est porteuse de chance. Elle est montée ici sur une tige en argent. Ce gros plan permet d'apprécier les nuances de vert qui marbrent le blanc laiteux du jade. Très populaire également en Chine, cette épingle de la région du Guangzhou érige vers le ciel des petits porte-bonheur destinés à attirer la santé, la chance, la richesse et le bonheur. Elle est en métal émaillée de différentes tonalités de bleu, et les charmes sont montés sur tremblant. Cette épingle, chinoise également, est en métal doré, décorée de jadéite et d'émail. C'est l'harmonie des couleurs qui lui donne sa fraîcheur. Cet ornement, beaucoup plus riche, était par contre réservé aux femmes de l'aristocratie mandchoue. Il venait embellir la coiffure Gaoliangtu, portée par les femmes mariées sous la dynastie Qing. Les ornements de coiffure japonais expriment souvent la symbolique du mariage, très ancrée dans la tradition. Cette épingle, appelée kanzashi, date de l'ère Meiji et met en scène la tortue Minogame. Cette tortue est symbole de longévité, comme l'atteste le manteau d'algues qui s'est fixé avec les ans à sa queue. Elle est souvent figurée au milieu de branches de cerisier et de pin. Moins fréquent est le motif féminin qui orne ce kanzashi d'ivoire. Ce personnage ressemble dans sa forme à un netsuke. Durant la période Edo, vers 1850, les peignes sont généralement laqués d'or. Ici, l'artiste en a retiré une partie pour faire apparaître des zones transparentes qu'il a ensuite décorées. Les artistes japonais ont l'art de rendre visible l'éphémère. Cet ensemble en ivoire, gravé de mouvements ondulatoires dans les fleurs, vent ou eau, on ne sait trop, illustre parfaitement ce concept. Une autre technique consistait à creuser l'écaille pour faire émerger des volumes et des formes auxquels on appliquait de la laque, noire ou dorée, relevée de touches de rouge cinabre. À l'ère Meiji, dans les années 1900, les peignes adoptent la forme du croissant. La décoration est creusée en transparence dans la matière et se retrouve aussi sur le bâtonnet kogai qui lui est assorti. On reconnaît ici le motif des tambours de mariage. Les variations naturelles de brun rouge de l'écaille sont exploitées ici pour mettre en scène très habilement deux oiseaux, l'un en vol, l'autre nageant, dans un cadrage très resserré. On admire la finesse de réalisation du motif à la laque d'or en relief. À l'époque Edo, les peignes de mariage sont porteurs d'un message. L'association de la grue et de la tortue garantit la fidélité et la longévité pour le couple. On voit ici que le décor du bâtonnet kogai est aussi complexe que le peigne auquel il est assorti. Le motif est fixé de manière amovible dans une structure ouverte de façon à former un volume dans l'espace. La décoration de cette parure semble classique à première vue, jusqu'à ce qu'on découvre à droite le minois d'un petit chat. Le peigne a d'abord été laqué de noir, puis les motifs ont été appliqués à l'or, selon la technique du maquillé. Voici une autre expression de cette technique. Le peigne a reçu une première couche de laque dorée, puis on a creusé l'écaille pour faire apparaître des éléments floraux. L'art japonais aime faire porter le regard sur les petits mondes oubliés pour nous en faire percevoir l'importance et la beauté. L'araignée dans sa toile et la libellule dans les herbes est d'un effet graphique assuré.
Ce peigne couchi est en métal émaillé de fleurs rouges, vertes, jaunes et violettes. Sa surface de décoration, qui joue sur la transparence, prend le pas sur les dents, qui sont réduites à très peu de choses. Il est habituellement assorti de bâtonnets et d'épingles kanzashi. Durant la période japonaise Showa, vers les années 30-40, la forme du croissant se resserre en fer à cheval. Les peignes deviennent plus grands, le décor moins miniaturisé et les couleurs plus franches. C'est pourtant sur une pièce française que Barbara Steinberg a choisi de clôturer cette présentation. Une note précieuse aussi, avec cette belle couronne de vierge étincelante de strass. Même si cet objet date du XIXe siècle, sa beauté reste intemporelle.